Voilà, je pense qu'on peut commencer. Ben, merci à tous de se joindre et bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au tout premier forum pan-canadien des patients organisé par les groupes de travail des patients du réseau de centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir. Je m'appelle Catalina Lopez Correa et c'est un honneur d'être votre animatrice aujourd'hui. Je suis génomicienne, médecin et survivante du cancer du sein. J'étais diagnostiquée en avril 2023, voilà déjà 3 ans. Et depuis 2024, je suis coprésidente du groupe de travail des patients, un groupe composé par des patients et des proches, aidant à organiser cet événement aujourd'hui. Au nom du groupe, au nom de ce groupe de travail des patients et de toute l'équipe du réseau de centre d'oncologie Marathon of Hope, Marathon de l'Espoir. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cet événement qui va être, vous allez le voir, passionnant et très informatif. Nous avons des participants inscrits du bout à l'autre du pays. Et comme on a dit, on est vraiment super fiers d'avoir notre premier événement en français. Merci d'avoir pris le temps. Un dimanche. En plus, je ne sais pas chez vous, mais ici, je suis dans la côte ouest. Ici, c'est un dimanche beau, ensoleillé. Alors, merci encore plus de prendre une journée d'un dimanche ensoleillé et de participer à cet événement. Avant de commencer, je tiens à vous dire à quel point je suis reconnaissante de pouvoir m'adresser à vous depuis les territoires ancestraux, traditionnels et non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nos conférenciers, panélistes et participants qui sont présents ici aujourd'hui proviennent de partout du pays, des terres qui abritent diverses populations, des Premières Nations, des Métis, des Inuits. Je vous invite tous à les honorer et à les respecter et à réfléchir à leurs liens historiques avec les terres et les eaux qui nous appelons tous notre chez nous. Avant de commencer, quelques points pratiques. Donc, tous vos micros, tous vos microphones et vos caméras ont été désactivés. Vous allez voir uniquement les caméras des participants et les micros de conférenciers. Donc, on ne peut pas vous voir ni vous entendre. On a quand même un espace pour les questions. Les questions, on va pouvoir les lire, mais ça dépend du temps. On pourra peut-être pas les adresser aujourd'hui, mais toutes ces questions que vous allez poser, on va les capturer, on va les garder, on va les évaluer et on va les considérer pour des événements futurs si on ne réussit pas à les répondre aujourd'hui. Et en fait, toutes les questions que vous avez soumises lors de votre inscription, quand vous avez fait l'enregistrement pour cet événement, toutes ces questions ont été capturées et nous ont aidés. Vous allez le voir dans la session des questions et réponses aujourd'hui. On a pris vos questions déjà que vous avez posées au moment de vous inscrire et ça nous a aidé aussi à organiser notre session de questions avec les conférenciers. Donc, toutes les questions vont être prises en compte, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est vraiment très important pour nous. Alors, n'hésitez pas à soumettre aujourd'hui d'autres questions en utilisant la section qui s'appelle Q&A, située en bas dans la fenêtre Zoom. Vous allez voir cette session. Et donc, même si vous n'allez pas voir les questions qui apparaissent à l'écran, nous, on va les voir et ça va nous permettre de les lire et les utiliser pour de futurs événements de nos activités du réseau. Donc, avant de commencer à présenter nos conférenciers d'aujourd'hui, je voudrais commencer par remercier l'équipe du Marathon de l'Espoir, du Terry Fox Institute, de la Fondation Terry Fox pour tout le travail dans l'organisation de ce forum et en particulier aujourd'hui le forum en français qui vraiment nous demande une organisation plus particulière. Donc, un grand merci pour la contribution. Et je vais aussi remercier
tout particulièrement Nicole Boschman. J'espère, Nicole, qui était là, que peut-être tu participes aujourd'hui. Nicole était coprésidente du groupe des patients et c'est elle, Nicole Boschman, qui a eu cette idée d'organiser un forum pan-canadien. Et c'est toujours Nicole aussi qui nous rappelait l'importance de faire tous nos événements bilingues, d'inclure, de faire un événement francophone. Alors, Nicole, merci à toi. Merci pour ton soutien et merci toujours. Tes idées sont vives dans les groupes et on continue à pousser le travail que tu as commencé avec le groupe des patients. Alors, grand merci, Nicole. Donc là, maintenant qu'on a passé toutes les questions pratiques, on commence notre programme pour aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter notre première conférencière euh, pour cet événement aujourd'hui. Je vous présente Lynn Benoît. Lynn est la directrice pour le Québec des courses scolaires et des scolaires et communautaires de la Fondation Terry Fox, où elle dirige des initiatives, des collectes de fonds et d'engagement communautaire en faveur de la recherche sur les cancers. Bénévole dévouée, la contribution la plus marquante d'Eline a été son leadership dans l'organisation des 5 courses Terry Fox au Mexique. Imaginez-vous, au Mexique. Alors qu'elle travaillait en tant que consultant du Canada à Puerto Vallarta. Alors, on voudrait un jour entendre ça, Aline, tous les détails de cette activité au Mexique avec les courses de Terry Fox. Elle va prononcer aujourd'hui quelques mots sur Terry Fox, qui est vraiment, vous le savez bien, notre inspiration pour cet événement et pour tout ce qu'on fait avec la Marathon de l'Espoir. Et va nous parler sur la façon dont les groupes de travail des patients fait vivre son héritage. Lynn, à toi. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, Catalina. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable privilège de vous accueillir aujourd'hui à ce forum pan-canadien des patients. Je tiens d'abord à vous remercier sincèrement d'être parmi nous, que vous soyez directement ou indirectement touchés par le cancer. Votre présence compte énormément pour nous. Et comme Catalina disait, pour un dimanche, nous sommes vraiment contents que vous preniez le temps d'être avec nous. Ce forum créé par des patients, pour des patients, leurs proches et leurs familles, est un espace précieux d'échange, d'espoir et de progrès. Merci également à toute l'équipe du réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir pour cette initiative inspirante. Pour ma part, je suis directrice pour le Québec à la Fondation Terry Fox. Mon rôle est de faire connaître la Fondation et de mobiliser les communautés afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Donc, en résumé, il faut ramasser de l'argent pour que les chercheurs puissent faire leur recherche. Car au cœur de tout ce que nous faisons, il y a un objectif très clair. Permettre aux chercheurs de poursuivre leur travail et d'accélérer les découvertes. Tout cela se fait dans le respect de l'héritage Terry Fox. Je n'ai aucun doute que s'il était parmi nous aujourd'hui, Terry serait profondément touché de voir que, ensemble, nous avons franchi le cap du milliard de dollars amassés pour la recherche sur le cancer. Mais surtout, il serait fier de voir cet esprit de collaboration qui continue de grandir. Comme Catalina a mentionné, j'ai eu le privilège d'organiser des courses Terry Fox au Mexique comme bénévole pendant plusieurs années. Cette expérience m'a profondément marqué et m'a rappelé une chose essentielle. Le cancer, il est universel. Il n'a ni frontières, il n'a ni langue. Et même si de nombreuses personnes survivent aujourd'hui, et c'est extraordinaire, c'est grâce à la recherche, trop de vies sont encore écourtées et parfois ils sont très jeunes. C'est pourquoi il est inspirant de voir le travail accompli ici. Grâce à l'engagement de milliers de bénévoles dans les écoles et les communautés, la Fondation peut financer la recherche et grâce à des initiatives comme le réseau
des centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir, les chercheurs travaillent ensemble, unis pour avancer plus vite. J'aimerais imaginer ce matin que Terry nous regarde aujourd'hui avec un grand sourire, parce qu'il avait compris dès 1980 qu'ensemble, nous pouvons accomplir tellement plus. Et à son image, la Fondation Terry Fox, le réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir et son groupe de travail des patients poursuivent cette vision avec détermination et solidarité. Sur cette note d'espoir et de collaboration, j'ai le grand plaisir de vous présenter le prochain conférencier, qui est Monsieur André Veillette, qui est le directeur exécutif du réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir. Donc, merci et bon forum à tous. C'est à toi, André. Merci, merci, Lynn, excellent. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme Lynn l'a mentionné, mon nom est André Veillette, je suis directeur exécutif du réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir, qu'on va probablement parfois appeler le réseau, parfois appeler le Marathon de l'Espoir. C'est, je pense, la façon la plus simple de nommer notre réseau. Je suis directeur exécutif depuis 4 ans. Je suis aussi dans une vie antérieure, j'étais oncologue, je voyais des patients en oncologie, mais j'ai cessé de faire de la consultation il y a à peu près 25 ans. Et puis, je me concentre sur la recherche en laboratoire. Et puis, mon sujet de recherche est surtout l'immuno-oncologie, donc développer des connaissances et des nouveaux outils pour stimuler le système immunitaire et l'aider à combattre le cancer. Comme vous savez, c'était une des plus grandes avancées du traitement en oncologie au cours des 20 dernières années. Juste pour mentionner Terry Fox, alors j'ai 66 ans aujourd'hui, alors je me souviens très bien du moment où Terry avait fait sa course. Alors j'avais probablement, ça il y a 45 ans, donc je vais avoir 21 ans. Et puis j'étais étudiant en médecine à ce moment-là, puis je me souviens, j'étais chez mes parents à Trois-Rivières. On écoutait la télévision et puis on pouvait voir des films de son passage à Montréal ou à travers le Québec qui, pour moi, avaient été remarquables. Et puis j'avais été très impressionné. Évidemment, on ne savait pas ce qui allait arriver à Terry par après. Et puis, c'est pas une expérience unique. J'étais à une conférence à Toronto la semaine dernière où il y avait d'autres oncologues du Québec qui étaient là, puis des gens qui étaient à peu près du même âge que moi. Puis eux autres aussi, il y avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans à ce moment-là. Eux autres aussi se souvenaient très bien du passage de Terry au Québec. Donc, c'est un moment qui a quand même, je pense, marqué beaucoup de gens d'un océan à l'autre. Alors, je voudrais vous parler un peu de la genèse de ce groupe de travail de patients au Marathon de l'Espoir. Donc, j'ai commencé à être directeur exécutif il y a 4 ans. Et puis, évidemment, on avait beaucoup de pain sur la planche à ce moment-là. On savait qu'il y avait un projet à faire. On avait un contrat avec le gouvernement fédéral. Il fallait livrer le produit de ce contrat-là, qui était d'établir un réseau d'un océan à l'autre et aussi de faire des études de précision, d'oncologie de précision chez 15 000 patients. Alors, on savait évidemment qu'il fallait bâtir le réseau et qu'un des outils importants et des objectifs importants, c'était d'avoir un groupe de travail, un groupe de patients qui va nous épauler. Et puis, on ne savait pas trop exactement comment faire ça, mais je vais vous dire de la façon dont je me souviens que c'est arrivé. Alors, c'était ma grande amie Nicole Beauchemin, qui est ici aujourd'hui, je pense, à qui j'ai tout d'abord parlé. Alors, Nicole, c'est une femme remarquable, évidemment. C'est aussi une très grande amie qui est à la fois excellente scientifique, a fait des découvertes vraiment très importantes qui vont probablement avoir un impact aussi en immuno-oncologie. Mais c'est aussi une patiente qui est très dévouée à la cause des patients et des patientes en oncologie, puis qui avait travaillé très fort dans ce domaine-là auparavant, surtout dans le contexte de son boulot qu'elle avait à l'Université McGill. Donc, j'ai contacté Nicole et puis on a parlé pendant un bout de temps et finalement, Nicole a accepté d'être la présidente fondatrice de ce réseau-là, avec aussi Nathalie Lamarche-Veine. Et puis, toutes les deux, avec évidemment le soutien de l'équipe du Marathon de l'Espoir, ont mené à la fondation de ce réseau de patients.
On ne savait pas évidemment ce que ça allait donner, mais comme à peu près tout, si ce n'est pas tout ce que Nicole fait, c'est non seulement quelque chose d'excellent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui est survenu avec un réseau, comme on va l'entendre aujourd'hui, qui est d'un océan à l'autre et où les patients sont vraiment très profondément impliqués dans tout ce qui se passe dans le réseau, que ce soit évidemment les comités qu'on forme, un sommet comme on a aujourd'hui, mais ils ont même créé leur propre compétition de subventions qui évaluent eux-mêmes euh, pour, euh, pour adresser des questions importantes pour les patients dans le contexte de l'oncologie de précision. Alors, je pense que tout ça, ça découle de l'engagement important de Nicole et de ses collègues envers ce réseau-là. Et puis aujourd'hui, on est chanceux d'avoir des gens de même calibre que Nicole, qui sont Catalina et Dora, qui ont repris le flambeau. Et puis, comme vous pouvez voir aujourd'hui, continuent à vraiment faire de ce groupe de travail un groupe de travail extrêmement important pour le Canada et pour évidemment le Marathon de l'Espoir. Alors, qu'est-ce que c'est le Marathon de l'Espoir ou le réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'Espoir? Alors, c'est un réseau qui est subventionné en grosse partie par le gouvernement fédéral, mais aussi par la fondation Terry Fox. Et de plus en plus, la fondation Terry Fox nous soutient. On a reçu de l'argent du fédéral en 2019. Alors, on avait essentiellement 150 millions de dollars qu'on on a eu sur une période de 5 à 7 ans, parce qu'il y a eu la pandémie, alors il y a eu des délais et tout. Et puis un autre 150 millions qui venait des centres de recherche à travers le Canada qui étaient impliqués dans le réseau. Et puis l'objectif, c'était donc de créer ce réseau de gens à l'image de Terry Fox qui dit que les Canadiens doivent s'unir ensemble pour avoir un impact contre le cancer. L'idée, c'était de leur permettre de travailler ensemble d'un océan à l'autre pour essayer d'avoir un impact sur le diagnostic et le traitement du cancer pour les Canadiens. Et puis avec un outil qui était l'oncologie de précision. Catalina, je pense, va vous parler davantage de c'est quoi l'oncologie de précision. Et puis l'objectif scientifique, c'était d'accumuler des données d'oncologie de précision sur 15 000 ou plus patients canadiens, encore là, d'un océan à l'autre. C'était pas évident. Il y avait une pandémie qui était là, puis il y avait eu toutes sortes de problèmes. En fait, il y a eu des problèmes techniques, des problèmes administratifs et tout pour créer ça, c'était quand même une grosse machine à créer. Mais on a réussi avec le travail de tous, les cliniciens, les chercheurs, les patients, les administrateurs. On a réussi finalement à livrer ce projet au gouvernement qui était très content, évidemment. Et puis, on a donc cette banque de données de 15 000 patients canadiens avec le cancer qu'on commence maintenant à étudier. La réussite de cette phase 1-là, qui s'est terminée à la fin de mars 2026, nous a permis de pouvoir avoir un subventionnement pour une évolution de ce projet-là, où maintenant on veut démontrer l'impact réel de l'oncologie de précision sur le diagnostic et sur le traitement des Canadiens qui souffrent de cancer. Alors, on a donc eu une deuxième subvention du gouvernement fédéral qui va être de 80 millions sur une période de 4 ans. On a aussi un 60 millions de dollars qu'on a obtenu de façon complémentaire de la Fondation Terry Fox et un 60 millions additionnel qui va venir des différents centres du réseau. Il y en a plus que 50 maintenant à travers le Canada. Et puis l'idée, cette fois-ci, c'est d'avoir des études prospectives, alors avec des nouveaux patients chez qui on va faire des études d'oncologie de précision, que ce soit du séquençage génomique, que ce soit d'autres types d'études. Et puis l'idée, c'est de démontrer qu'en ayant une approche d'oncologie de précision, on peut augmenter la détection, la prévention, le diagnostic et le traitement des patients avec le cancer. Puis aussi, chez les patients qui ont déjà eu un cancer, faciliter la détection des récidives précoces, puis faciliter aussi l'évaluation des progressions de la maladie. Alors, on est présentement à évaluer les différentes soumissions de projets qui sont faites par les centres du réseau à travers tout le Canada une fois de plus. On va insister dans cette deuxième phase-là aussi pour que les populations indigènes du Canada et les populations qui sont souvent pas trop impliquées dans ce type d'études-là parce qu'on les oublie. Alors, on va s'assurer qu'elles vont être impliquées dans cette phase 2-là. Et l'idée, c'est d'avoir des études rigoureuses qui sont scientifiques, qui vont permettre de démontrer les bénéfices de l'approche de précision d'oncologie, de sorte que nos gouvernements adoptent ces approches de précision d'oncologie dans les formes d'évaluation routinière pour les patients qui souffrent de cancer. C'est un objectif important, très ambitieux, mais je pense que c'est un type de choses que Terry Fox aurait fait. Et puis, je pense que pour répéter ce que Catalina disait, je pense que c'est quelque chose dont il serait probablement aussi très fier.
Donc, sans plus parler, je vais passer ça au prochain conférencier, qui est qui? Qui est Denis Denis. Alors, Petitclerc. Denis. Alors, Denis, c'est un de nos patients. Alors, vas-y, Denis. Merci beaucoup, André. Bonjour tout le monde, où que vous soyez au Canada et même ailleurs dans le monde, si c'est le cas. Mon nom, tel que mentionné, est Denis Petitclerc. On m'a demandé de parler brièvement du rôle des patients dans le réseau comme André l'a défini, là, le réseau des centres d'oncologie de Marathon de l'Espoir. Mais avant tout, un mot court sur mes expériences avec le cancer. Le cancer nous affecte tous, que ce soit de près ou de loin. Fondamentalement, le cancer est une maladie des gènes. Et moi, je suis très préoccupé pour mes enfants. Au fil des ans, j'ai vu mon grand-père, mon père, mon beau-père et plusieurs amis décédés du cancer. Moi, personnellement, j'étais très chanceux car j'ai eu 3 cancers totalement différents que j'ai survécu grâce à la détection hâtive, le dernier en 2013. Donc, l'oncologie de précision n'a pas été une option. S'il te plaît. Pardon? Non, Denis, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait son Ah, micro. OK. Continue, vas-y. OK. Donc, comme je disais, l'oncologie de précision, mais je pensais que vous ne m'entendiez pas. Donc, l'oncologie de précision On n'a pas été t'entend une très option, bien. On n'a pas t'entend été une très bien. option pour moi, mais j'ai grandement profité des avancées de la recherche, de la médecine moderne grâce à la recherche. Mon épouse, d'autre part, l'amour de ma vie, a survécu à deux tumeurs. Une sur la moelle épinière qui s'est avérée bénigne, à la suite d'une chirurgie qui était d'une précision incroyable, mais extrêmement souffrante. Elle a eu aussi une autre tumeur cancéreuse sur sa glande thyroïde et un test génomique l'a aidé, elle et son endocrinologue, dans ses décisions de traitement. L'oncologie de précision et la stratégie de recherche préconisée par le réseau, ben, pour moi, c'est l'avenir de la détection du traitement du cancer. Sans espoir, il n'y a pas de futur et c'est le temps d'en finir avec cette foutue maladie qui, au pire, deviendra une maladie chronique avec des effets secondaires minimes pour certains patients. Quel est le rôle des patients dans le réseau? Ben, le réseau, la vision du réseau est que les patients, récipiendaires ultimes de l'oncologie de précision, doivent jouer un rôle central dans la façon dont il sera déployé au Canada pour le bénéfice de tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe où ils vivent et qui ils sont, sans compromis. En quelques mots, nous, les patients partenaires, une trentaine de partout au Canada, on amène une diversité de compétences, de vécus, d'expertise et d'opinions dans un écosystème souvent clos de chercheurs et d'oncologues, ce qui n'est pas le cas avec le réseau. On participe activement aux conférences du réseau, entre autres à titre de coprésidente ou président de toutes les sessions. On influence les décisions du réseau à tous les niveaux, que ce soit au niveau exécutif, qu'au niveau des différents groupes de travail. Et pour cela, on apprécie énormément le leadership des leaders du réseau. Notre impact s'est manifesté récemment de façon éloquente dans un programme de recherche que je considère qui est unique au Canada, et moi je pense qu'il est peut-être unique au monde, que nous avons nous-mêmes, les patients, construit, lancé, évalué les propositions de recherche. Ce programme s'appelle La Voix des patients en recherche. On prend part à des équipes de recherche pour veiller à l'expérience patient et à l'impact des études sur les patients. On développe aussi du matériel éducatif et on réalise des activités de sensibilisation comme aujourd'hui pour vous aider à comprendre simplement ce qu'est la médecine de précision, en quoi elle diffère des approches classiques et si elle est applicable à votre type de cancer. Et évidemment, on agit comme ambassadeur du réseau et bien plus. En terminant, en concluant, moi j'aimerais citer Nathalie, qui est un autre patient partenaire qui va vous parler aujourd'hui. Nathalie me disait choisir d'explorer la médecine de précision, que moi j'ai pas eu la chance, est une décision personnelle. Pour certains, cela peut transformer le parcours de leurs soins. Pour d'autres, il n'y aura pas d'opportunité immédiate, mais c'est peut-être l'occasion d'aider la recherche et les futurs patients. Avoir le cancer n'est pas un choix, mais en tant que patient, nous avons le choix des traitements et parfois aussi des choix du comment on peut effectuer des changements comme dans la participation au réseau et influencer la recherche sur le cancer. Nous sommes très heureux aujourd'hui que vous soyez parmi nous, bien que nous aimerions
probablement vous rencontrer sous d'autres circonstances, mais nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Ben, merci Denis, merci Lynn, merci André, vraiment pour ces mots et pour nous inspirer pour commencer cet événement. Vos paroles nous rappellent que ce mouvement a commencé par une seule voix et qu'aujourd'hui, il vit à travers de nombreuses personnes, de nombreuses organisations. De la vision de Terry Fox aux expériences vécues des patients à travers les pays, vous nous avez montré pourquoi l'oncologie de précision est vraiment essentielle aujourd'hui. C'est ainsi que nous transformons ces voix, ces histoires et des soins de santé pour les patients du cancer qui soient plus précis, plus personnalisés et plus efficaces. Et on a parlé, André a parlé, Denis a parlé d'oncologie de précision, mais donc c'est quoi vraiment cette oncologie de précision et comment ça touche les diagnostics et les traitements du patient? Donc je vais donner une petite explication, mais on va quand même aller plus approfondi avec nos panélistes, nos spécialistes, les cliniciens, les chercheurs. Mais pour le moment, je commence avec juste une petite explication. Donc, c'est quoi cette oncologie de précision? Je commence par une idée très simple. Donc, au fond, le cancer est vraiment une maladie de notre ADN, de notre génome. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque cellule, de chacune de nos cellules de notre corps, à l'intérieur de chaque cellule se trouve cette molécule d'ADN, notre code génétique, c'est-à-dire notre génome. Ces codes indiquent à nos cellules quand elles doivent croître, quand se diviser et quand s'arrêter. S'arrêter, c'est aussi important de commencer à se diviser. Et il maintient cet équilibre entre la croissance et s'arrêter de diviser. Et c'est le code génétique qui contrôle cet équilibre des croissances pour chacune des cellules. Et parfois, il y a des changements qui viennent dans cet ADN que nous appelons ces changements des mutations. Et ces mutations, certaines mutations peuvent affecter les gènes qui contrôlent la croissance cellulaire. Et cet équilibre, cet équilibre de croissance, de division, d'arrêt est complètement rompu, arrêté à cause de cette mutation. Les cellules commencent à se multiplier, à se diviser de manière incontrôlable. Imaginez-vous si vous êtes dans une voiture, d'un moment à l'autre, le frein est cassé et vous avez uniquement l'accélérateur, l'accélérateur, l'accélérateur. C'est comme ça la cellule cancéreuse, elle grandit, elle se divise, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de frein à cause de ces mutations qui arrivent parfois. Donc, ces mutations, les cellules, il fait que les cellules ne s'arrêtent pas de se diviser quand elles devraient s'arrêter et qu'elles ne meurent pas quand elles devraient. Et avec le temps, ces cellules peuvent donc commencer à former des tumeurs. En termes très simples, les cancers survient donc lorsque les instructions à l'intérieur de nos cellules sont altérées et que ces cellules commencent à se comporter de manière incontrôlable. Donc, c'est là qu'intervient l'oncologie de précision. Si le cancer est causé, donc, est vraiment une maladie de l'ADN ou une modification de l'ADN, alors comprendre et connaître ces modifications de l'ADN devient un outil vraiment puissant et important. Donc, l'oncologie de précision consiste à examiner à profondeur ces changements de l'ADN, ces changements de code génétique de chaque cellule dans la tumeur, afin de comprendre exactement c'est quoi qui est à l'origine de chaque cancer. Au lieu de traiter tous les cancers de la même manière, donc les oncologues aujourd'hui commencent à se demander qu'est-ce qui rend cette tumeur unique chez cette personne? C'est quoi les profils moléculaires de cette tumeur chez cette personne? C'est quoi les changements moléculaires qu'il y a dans la tumeur de cette personne? Pas tous les cancers du sang, pas tous les cancers de la prostate, mais cette tumeur particulière dans cette personne en particulier. Et on peut donc analyser
différents niveaux d'information. On peut commencer par étudier un seul gène, un seul fragment d'ADN. On peut étudier un panel, plusieurs gènes, plusieurs fragments d'ADN. Et parfois, on peut étudier l'ensemble du génome, l'ensemble de l'ADN d'une cellule. Le plus on examine, le plus des informations qu'on a et le plus qu'on apprend de ce qui arrive dans cette cellule cancéreuse. Par exemple, donc on peut analyser, on peut faire plusieurs différents tests. Là, on parle spécifiquement des changements dans la tumeur et on peut faire donc les analyses dans la tumeur elle-même après la biopsie ou après la résection de tumeur au niveau chirurgical. Donc, on analyse cet génome, cet ADN de la tumeur à l'aide des tissus prélevés et donc on peut, avec ça, raffiner le diagnostic et orienter les décisions thérapeutiques qui vont permettre d'identifier des traitements plus ciblés, plus spécifiques pour cette personne et pour cette tumeur en particulier. On peut aussi faire d'autres analyses d'ADN. Et peut-être plusieurs de vous avez écouté ce qu'on appelle les tests de cancer héréditaire. Ça, c'est des types de tests qui ne se font pas dans la tumeur, mais c'est des tests qui peuvent se faire dans le saliva ou qui peuvent se faire dans le sang. Et c'est des tests qui s'utilisent vraiment pour comprendre si on a des risques hérités de nos parents, de notre famille. Et c'est des tests qui ne vont pas évaluer les mutations dans la tumeur, mais plus l'ADN qui n'a pas muté, qui n'a pas changé, qu'on appelle notre ADN constitutionnel. Et ça permet donc d'examiner ces gènes avec lesquels nous sommes nés, ce qu'on a hérité de nos parents, ces gènes héréditaires ne changent pas, ou ces gènes qu'on a hérités ne changent pas à cause du cancer, mais ils peuvent nous relever quelques informations très importantes, comme par exemple si une personne a plus de risques d'avoir un cancer dans le futur. Donc, mettons, deux types d'analyse, l'analyse qu'on peut faire dans la tumeur pour guider les traitements et raffiner le diagnostic et l'analyse qu'on peut faire dans les salives et dans le sang pour voir si on a des risques qui viennent de sa famille, des risques plus élevés d'avoir des cancers. Donc, ces tests ont des objectifs vraiment différents et c'est pourquoi vraiment c'est important pour les patients de connaître un peu ces différences et de savoir quelles questions demander à l'oncologue, au clinicien, à l'équipe médicale. Denis l'a dit tout à l'heure, la médecine, l'oncologie de précision, c'est aussi une question de nouvelles connaissances. Et c'est important pour les patients, pas de devenir des spécialistes de la génomique, mais connaître un peu pour savoir poser les bonnes questions aux cliniciens. Donc, c'est important de pouvoir poser les questions. Quel test je vais suivre? Quels tests est-ce qu'ils vont être faits dans ma tumeur, dans mon sang? Pourquoi ou comment ce test va être utilisé? Comment cette information va être utilisée dans mon diagnostic, dans mon traitement? Donc, au cours des 30 dernières années, et moi j'ai eu le grand plaisir ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine, donc j'ai vu vraiment l'évolution incroyable qui a fait la génomique en termes d'avancement des connaissances, de réduction de coûts, d'utilisation beaucoup plus répandue partout dans le monde. Donc, au cours de ces 30 dernières années, la génomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN, a progressé à un rythme extraordinaire. On compare la révolution génomique avec la révolution informatique. Imaginez ce qu'on peut faire avec les ordi aujourd'hui. Ben, c'est ça la génomique, vraiment une révolution qui transforme le système de la santé. Et ça nous permet, aujourd'hui, ce qui était autrefois, prenait des années, coûtait des milliards de dollars, ça peut être aujourd'hui réaliser des tests de génomique, des tests de l'ADN dans quelques jours et à un coût qui est vraiment une fraction de ce qui était il y a 10 ans, 20 ans. Donc, ça fait vraiment l'oncologie de précision et la génomique beaucoup plus accessible à tous. Donc, l'oncologie de précision est un domaine vraiment qui avance très rapidement et la génomique,
je dirais que de tous les domaines de la médecine, c'est dans l'oncologie qui a plus d'impact. C'est le domaine où ça a avancé le plus et c'est plus un domaine de recherche, c'est un domaine vraiment clinique, c'est un domaine appliqué, un impact au niveau clinique qu'on peut voir aujourd'hui, qui est tangible aujourd'hui. Donc, elle est déjà en train de changer de façon, on va l'entendre aujourd'hui avec les exemples qu'on va partager. L'oncologie de précision est en train de changer de façon tangible les diagnostics du cancer, la façon comment on définit les traitements et aussi les pronostics des patients atteints du cancer. Et ça, c'est pas de la science-fiction, ça arrive ici, ça arrive aujourd'hui et ça se passe ici au Canada pour les patients atteints du cancer. Donc aujourd'hui, on va entendre beaucoup plus de détails sur ça. On va entendre un clinicien, un scientifique et deux patients, Denis et Nathalie, qui vont nous parler de ce sujet. On a le docteur Rodney Willett, qui est chercheur principal et fondateur de l'Institut Atlantique de la recherche sur les cancers, le premier centre de recherche hospitalier du Nouveau-Brunswick. Bienvenue, Denis. C'est vraiment Rodney, désolé, docteur Willett, un plaisir de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. On a le docteur Antoine Desilets. Et Dr Desilets est un hématologue, oncologue, spécialisé dans le traitement de tumeurs malignes de la région thoracique et de la tête et du cou au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bienvenue, Dr Desilets. On a notre collègue du groupe des patients, Nathalie Quadrants. Et Nathalie est une patiente partenaire, une défenseur de la recherche, une éducatrice engagée et membre du groupe de travail des patients depuis 2023. Nathalie, comme toujours, un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et vous avez déjà fait la connaissance de Denis Petitclerc, en plus d'être un membre dévoué de notre groupe de travail des patients. Denis possède plus de 40 ans d'expérience dans la recherche et l'innovation des sciences de la vie. Donc, vraiment un plaisir. C'est vraiment une table ronde incroyable avec des expertises très différentes. On va entendre deux points de vue vraiment complémentaires et différentes. Et au cours de cette table ronde, vous allez découvrir comment ça s'approche de oncologie de précision, comment on met ces approches en pratique au quotidien dans la médecine, dans la recherche, comment ils influencent les décisions, comment ils vont ouvrir de nouvelles perspectives et comment ils améliorent les résultats pour tous les patients du cancer au Canada. Notre objectif aujourd'hui, vraiment, est très, très simple. On veut explorer le pouvoir et l'impact de l'oncologie de précision et comprendre que derrière chaque test, derrière chaque donnée de génétique, de génomique, derrière chaque découverte, il y a une personne. Ici, ce n'est pas une question des articles, des publications, des données, c'est pour nous, c'est pour les patients, c'est l'impact que cela va avoir la recherche et les données sur les patients. Et vraiment, comme on l'a vu avec Terry, c'est des histoires qui ont transformé la vie de chacun de nous. Donc, merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. Et on va commencer avec les questions. On commence avec vous, docteur Desilets. Et on commence, comme on a dit, on a pris des questions quand vous avez fait l'inscription. Alors, c'est pour ça que c'est important de partager vos questions parce on va les tenir compte. Ici, c'est une question d'un participant de Edmonton, en Alberta, qui demande, sa question est, l'oncologie de précision est-elle en train de transformer les traitements du cancer et les résultats des patients au Canada aujourd'hui? Est-ce que présentement, les oncologues ont vraiment embrassé ce type de traitement? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Est-ce qu'ils sont encore un peu sceptiques? Est-ce qu'ils sont, un autre mot, est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour la révolution de la génomique? Est-ce qu'ils sont prêts pour l'oncologie de précision? Docteur Desilets, à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup Catalina. Et c'était super intéressant de voir un peu le survol que tu as proposé en fait aussi au niveau de l'oncologie de précision depuis les dernières décennies.
C'est certain que comme oncologue, en fait, un peu comme on a mentionné, c'est une grande révolution en termes d'options de traitement depuis, en fait, les dernières années. On a vu vraiment, initialement, en fait, l'envol au niveau des thérapies ciblées, spécifiquement dans certains types de cancers, comme les cancers du poumon, par exemple. Et l'intérêt un peu et l'enthousiasme dont on parle présentement, on sont vraiment proportionnels aux nouvelles études. On a beaucoup, beaucoup de données, de nouvelles, en fait, cibles qui sont découvertes depuis les dernières années. Et je pense que de plus en plus, il y a un essor, puis il y a beaucoup d'intérêt de la part des oncologues par rapport, en fait, à cette meilleure compréhension au niveau des signatures génétiques, en fait, qui sont potentiellement associées à des traitements beaucoup plus ciblés. Donc, à travers, je dirais, en fait, l'expérience, initialement en cancer du poumon, puis à travers tous les types de cancers et en fait, la recherche qui a évolué, on a bâti vraiment, en fait, une expérience auprès de nos patients où on voit que, comme de fait, de nouveaux traitements qui sont beaucoup, beaucoup plus efficaces, en fait, qu'il y a 1 ou 2 décennies et qui ont aussi parfois beaucoup moins d'effets secondaires parce qu'on est beaucoup plus précis au niveau, en fait, de notre manière d'attaquer et de cibler les cellules du cancer. Donc, puis au niveau de l'enthousiasme, définitivement, il y en a beaucoup. Ça vient par contre avec des défis qui sont quand même assez importants au niveau de la pratique. Comme on disait, en fait, au niveau de certains types de cancers, on a beaucoup, beaucoup d'études, en fait, de recherche qui est faite. On sait par contre que des cancers plus rares ou certains types, en fait, de cancers, même très communs, n'ont pas encore donné le même type, en fait, là, d'implication en termes de cibles qu'on peut potentiellement aller attaquer au niveau du cancer. Donc, la recherche se poursuit, en fait, puis on voit justement que la zone de gris entre qui était depuis toujours la clinique et la recherche commence de plus en plus à se chevaucher. Pourquoi? C'est que très rapidement, les traitements vont évoluer et que le tout se passe souvent au niveau de la recherche clinique, c'est-à-dire des nouveaux médicaments pour lesquels on a beaucoup, beaucoup d'informations et on a beaucoup, en fait, de justifications pour tenter en fait de les étudier en cancer. De plus en plus, on réussit à accélérer le développement à travers les études cliniques, mais aussi parfois d'autres médicaments qui existent déjà, mais en caractérisant et en connaissant mieux les gènes du cancer, on peut les réutiliser, les recycler, puis on voit comme de fait qu'il y a des très très belles réponses. Donc au niveau de l'enthousiasme, définitivement, au niveau de la vision des oncologues, on va en parler aussi au courant de la rencontre, mais certainement un peu d'inégalité en termes de l'accès à l'oncologie de précision, c'est-à-dire certains grands centres académiques en fait ont développer toute l'infrastructure, la technologie pour tester les cancers. Ils couvrent théoriquement l'entièreté de la province à travers en fait le pays, les différentes en fait provinces. Par contre, ce qu'on réalise, c'est que selon la connaissance des oncologues, à quel point ils sont familiers avec les concepts, il demeure qu'il y a un peu une inégalité en termes d'accès. Donc, je pense que c'est un des grands défis, c'est de continuer en fait de parler, un peu comme aujourd'hui, de l'oncologie de précision, de sa portée, parler aussi en fait des nouvelles donc, médicaments qui sont disponibles à travers les années et de sensibiliser beaucoup les patients à la portée en fait de l'oncologie de précision. Merci beaucoup. Excellent, Docteur Desilets. Merci. Et on voit vraiment, oui, un des défis, des plus gros défis, cette question d'accès. C'est vraiment s'assurer, pas seulement au fait, à cause de connaissances ou des oncologues, mais on va le voir aussi, les connaissances du patient. Parfois, le patient, c'est l'instigateur, souvent, je dirais toujours, ça devrait être le patient, l'instigateur, qui pose les questions, qui demande à l'oncologue. Et même si l'oncologue n'est pas au courant, peut-être que le patient peut amener des idées. Alors, donc, on continue avec vous, Dr. Ouellette. Et notre question, là, vient d'un participant de Calgary. Et donc, il voudrait savoir, cette personne voudrait savoir s'il y a des types de cancers pour lesquels l'oncologie de précision s'est avérée particulièrement efficace et, ou peut-être pour des cancers où l'oncologie est vraiment comme norme de soins, où c'est utilisé vraiment partout. Et là, je pense qu'il y a une question un peu similaire aussi dans l'audience,
mais peut-être l'autre, l'opposé, c'est des tumeurs qui sont quand même assez communs, où il n'y a peut-être pas encore des approches d'oncologie de précision. So, mettons les cas où il y a vraiment l'oncologie de précision a fait comme une différence, et peut-être d'autres cas où il n'est pas encore assez avancé. Donc, à vous, Dr. Wallet. Oui, merci, Catalina. Euh, C'était très bien votre présentation au début. Là. J'écho Dr. Désilets là-dessus. Euh, la question en est une très bonne, puis je dirais qu'on on est dans un... on n'est pas au début, puis on n'est pas à la fin. On était quelque part entre les deux en termes de l'implantation de la médecine de précision. Comme vous avez mentionné au début, oui, je suis chercheur, mais mon rôle clinique comme médecin, c'est je suis pathologiste moléculaire. Donc, je suis sur la ligne de front de recevoir des spécimens de patients de partout à travers le Nouveau-Brunswick et de faire les analyses pour ensuite rapporter ces données-là aux oncologues qui vont faire des choix thérapeutiques. Donc, il y a certains cancers, comme Dr. Désilets a mentionné, comme le cancer du poumon, où il y a vraiment moi je peux dire, un traitement actionnable qui découle ou qui est coordonné avec la mutation qui existe. Donc, des exemples comme des mutations dans le gène EGFR, il existe des traitements ciblés qui vont bloquer ce mécanisme-là et les patients vont tirer des bénéfices pour plusieurs années dans la majorité des cas. Donc ça, c'est vraiment le summum, si on veut, de la médecine de précision, c'est qu'on trouve une mutation, puis il y a un médicament qui cible la mutation. C'est le cas pour de plus en plus de cancers, le cancer du poumon, le mélanome, le cancer du sein. Et récemment, on a eu des trouvailles au niveau international qui montrent que pour le cancer colorectal aussi, avec l'utilisation de l'aspirine, c'est devenu un médicament de précision. Donc ça, c'est dans, disons, le plus mature de la médecine de précision. Il y a beaucoup d'autres cancers pour lesquels on effectue du profilage moléculaire, mais que les trouvailles ne nous donnent pas un médicament qu'on peut utiliser en bout de ligne, mais vont nous aider à un peu faire une sélection d'un traitement qui va être plus apte à fonctionner. Donc, par exemple, dans le cancer du côlon, la présence ou non de certaines mutations KRAS qui ne sont pas aujourd'hui ciblables, euh, ça va nous guider pour déterminer si on devrait donner une chimio ou une chimio plus un autre agent. Donc, ça va augmenter les chances de survie du patient. Et je mettrais dans la troisième catégorie, ce sont des mutations, on cherche des mutations dans certains cancers qui sont difficiles à traiter, comme le cancer du pancréas et le cancer des vésicules, de la vésicule biliaire. On trouve beaucoup de mutations. On en cherche certaines en particulier pour lesquelles on sait qu'il y a des médicaments, mais on les trouve rarement, sont très rares, mais lorsqu'ils sont présents, ça aide énormément le patient. Mais je pense que dans l'ensemble, un peu comme André a discuté au début, c'est que plus qu'on a d'informations sur les cancers, plus que ça nous aide à comprendre, puis ça nous aide à développer des études cliniques pour essayer des nouveautés. L'exemple que si un cancer du poumon a une mutation, puis un cancer du côlon a la même mutation, est-ce qu'on peut utiliser le même médicament? C'est un concept qui est en train de se démontrer que dorénavant, c'est peut-être aussi important, peut-être même dans certains cas plus important, de savoir pas nécessairement qu'est-ce qui est le tissu d'origine, mais qu'est-ce qui sont les mutations qui sont présentes dans le tissu. Et s'il y a un médicament qui peut cibler cette altération-là, cette mutation-là, elle a de bonnes chances de marcher dans plusieurs types de cancers. Donc, c'est quelque chose qui est très prometteur. Puis, espérons qu'au fur et à mesure que l'arsenal thérapeutique se développe, qu'on pourra transposer ces thérapies-là au travers de différents sites tumoraux. Euh, En fait, le dernier point que j'ajouterais, c'est, comme Antoine a dit, c'est que dans certains centres, il y a une gamme plus large d'offrandes moléculaires. Euh, Nous, on est chanceux au Nouveau-Brunswick, on est capable de tester la quasi-totalité des tumeurs solides et des tumeurs hématologiques. Euh, mais c'est pas partout égal. Donc, la question d'accès est très réelle. Il faut l'adresser. Puis je pense que pour les patients qui sont dans un peu le cheminement oncologique,
je pense que c'est important de poser la question. Est-ce que ma tumeur sera profilée? Je pense que les patients qui prennent charge et qui prennent un peu une part active dans leur démarche, c'est quelque chose de bien, puis qui va certainement les aider, à comprendre, mais aussi peut-être aider à ouvrir des portes pour qu'ils aient ce qui est de mieux offert en 2026. Merci. Excellent, excellent. Merci, Dr. Wallet. Non, c'est quand même très intéressant le moment historique qu'on vit en termes d'oncologie de précision. Et il y a un point que je vais comme reprendre de votre réponse, et c'est cette idée d'avoir deux tumeurs qui viennent des tissus différents, d'organes différents, mettons côlon, poumon, qui ont la même mutation et qui vont être traités de la même façon. Donc, deux patients avec deux tumeurs complètement différentes peuvent avoir le même traitement qui est différent d'un autre patient qui a le même tumeur du même tissu. En fait, peut-être que dans le futur, on ne devrait pas, parce que là, tout notre système de santé est organisé, les centres de la prostate, les centres des cancers du sein, les centres ou l'organisation ou l'association. Peut-être qu'on devrait avoir les associations de BRAF ou les associations de la mutation R2 ou les associations ou les centres de mutation. Donc, on va peut-être réorganiser notre système de la santé en fonction de profils moléculaires qui est finalement l'aspect le plus important pour définir les traitements, bien plus important que l'endroit où se trouve cette tumeur dans notre corps ou les tissus que cette tumeur a impliqué. Donc, merci pour ce concept. Je pense que ça amène vraiment à un point vraiment pratique l'importance de ce profil moléculaire. Et là, on va passer de la recherche, de l'oncologie, vraiment à nous, les patients. Nathalie, donc, pour toi, merci encore de participer aujourd'hui. On voudrait donc là passer à écouter un peu sur ton parcours face au cancer. Et si tu peux nous expliquer en quoi et comment l'oncologie de précision a influencé ta prise en charge, ton diagnostic, ton traitement, ton parcours. Merci Nathalie. Bon, voilà, merci beaucoup, docteur Lopez. Moi, ma première, j'ai été diagnostiquée en 2019 avec un cancer du sein triple positif, donc qui a 3 récepteurs, 2 pour les hormones, l'estrogène et la progestérone, et l'autre pour un récepteur de protéines, la HER2, HER2 qu'on appelle. Donc, pour moi, ma première introduction à la médecine de précision, c'était en fait le jour où j'ai rencontré mon oncologue médical. Et puis, on s'est parlé. Elle m'a expliqué que, comme j'ai dit, mon cancer du sein était triple positif et que je devais passer à travers de la norme des soins en premier, qui était appliquée à tous les cancers du sein, peu importe leur génétique. Donc, exactement comme vous avez dit, Madame Dr. Lopez, c'est peut-être qu'on doit se réorganiser, mais pour l'instant, c'est cancer du sein. Donc, tous ceux qui ont le cancer du sein, à l'origine, commencent avec ou bien de la chimio, ou bien une chirurgie, etc. Donc, moi, j'ai passé à travers toute la gamme. J'ai eu trois types de chimiothérapie pour commencer, une mastectomie et des radiations au site affecté. Et moi, j'ai été diagnostiquée dès le début avec un cancer en phase terminale, donc au stade 4. Donc, après ça, on a discuté de ce qu'on allait traiter par médecine de précision. Et ça, c'était mes récepteurs d'hormones. Donc, on pouvait voyons, les cibler, c'est le mot que je cherchais. Et puis, il y avait aussi deux médicaments pour viser la protéine, le récepteur de protéine HER2. Et un pour bloquer et ralentir la croissance des cellules, et l'autre, la deuxième immunothérapie, c'était pour l'empêcher d'activer, de continuer à se diviser.
Donc, et je crois qu'il y avait une question, Christian, dans les questions qui ont été posées, qui sont ouvertes. Un type de cancer qui est fréquent, mais qui n'a pas beaucoup de, je vais regarder mes notes parce que j'ai écrit quelque chose, qui n'a pas beaucoup de connaissances pour l'immunothérapie ou la médecine de précision, c'est un cancer du sein triple négatif. Donc, il n'y a pas beaucoup de connaissances comment on peut la cibler dans cet exemple. Et donc, c'est un cancer très, 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 très fréquent, un des plus fréquents parmi nous. Donc, le mois dernier, j'ai eu une progression de mon cancer à trois nouvelles sites. Donc, on va commencer, on a arrêté tous mes traitements d'immunothérapie et on va changer un traitement d'anticorps conjugué. Donc, c'est un grand mot pour dire que c'est une chimiothérapie ciblée. Encore là, ciblée au récepteur de protéines HER2 que j'ai. C'est vraiment comme un missile guidé qui prend la chimiothérapie qui va directement au site de cancer, qui dépose à ce moment-là la chimio à l'intérieur des cellules. Donc, c'est vraiment adressé à mon type de cancer. Et c'est une chimiothérapie, comme j'ai dit, ciblée. Donc, c'est pas tous les autres, ça n'affecte pas tout le corps comme une chimio traditionnelle. Donc, c'est beaucoup plus efficace avec un peu moins d'effets secondaires. Donc, ça, c'est vraiment ce que je voulais parler. Mais une chose que je voulais emphaser, que j'ai oublié, c'est que quand j'ai été diagnostiquée en 2019, il y avait vraiment pas plus que deux traitements qu'on connaissait pour cibler mon type de cancer. Depuis, il y a au moins deux, peut-être trois ou quatre même, cancers qui ont été au moins approuvés par la Santé Canada. Et un de ceux qui a été approuvé, je crois que c'était en avril 2021 par Santé Canada, c'est celui dont je suis dessus maintenant. Donc, c'est vraiment là, impressionnant comment ça se déroule vite et comment les traitements peuvent venir au marché et aider les patients dès le début, très rapidement comparativement qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Excellent. Ben, merci, grand merci, Nathalie, de partager ton histoire. Là, je pense que vraiment, mettons entre toi et moi, deux patients de cancer du sein qui ont des marqueurs différents. Moi, dans mon cas, c'est estrogène positif, progestérone positif, R2 négatif. J'ai reçu un traitement différent. Et ces deux patients de cancer du sein en principe, on devrait recevoir la même, mais c'est l'exemple vraiment de la médecine de précision, de l'oncologie de précision, on reçoit des traitements ciblés. Et pour toi, encore plus ciblés en fonction de l'évolution de ton parcours. Donc, grand merci de partager cet exemple et on te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ces nouveaux traitements. Denis, je sais que de ton côté, il y a comme une histoire un peu différente. Est-ce que tu veux partager un peu ton expérience parce que on l'a dit tout à l'heure aussi, et je pense qu'on est tous, comme patients, on est tous très conscients que parfois, quand on fait partie des initiatives de recherche, ça ne va pas nous bénéficier, nous, immédiatement, mais peut-être que ça va bénéficier d'autres patients dans le futur. Donc, à toi, Denis. Merci, Catalina. Effectivement, en 2013, la médecine de précision, puis même la génomique, n'a pas vraiment servi à informer mes traitements. Hein. C'était plutôt méconnu. Même les tests génomiques n'étaient pas une pratique standardisée. Et tout cela, on disait, trop dispendieux pour notre réseau. Hein. Je dirais même qu'aujourd'hui, quand je parle parfois avec des médecins, la médecine de précision est plus ou moins connue. Hein. Connue dans les centres de recherche, dans les grands centres urbains, mais dans les régions, c'est plus ou moins connu. Il y a donc, à mon avis, un grand besoin là, de formation et de sensibilisation là, des médecins, des patients, des administrateurs.
J'aimerais donner plutôt l'exemple de mon épouse, car elle, Angie, elle a eu la chance d'avoir une médecin qui était active dans un projet de recherche au Québec. Et puis le projet de recherche, elle a pu y participer parce qu'il visait à valider l'utilisation d'un test génomique qui s'appelle le Taro, ThyroSec chez les patients soupçonnés d'avoir le cancer de la glande thyroïde. Le gouvernement du Québec voulait effectivement savoir si ce test pouvait réduire les coûts associés avec ce type de dentaire, puis informer les décisions des patients et des médecins traitants là, sur la meilleure façon là, de traiter le patient. Donc, vous voyez que l'accès à la médecine de précision par rapport à mon temps et maintenant aujourd'hui est en train d'évoluer grâce à la recherche. Et dans le futur, moi, je suis absolument convaincu qu'elle va permettre de mieux informer puis de mieux traiter les patients tout en réduisant les pressions budgétaires sur notre réseau de santé. Parce que ça, c'était vraiment un des objectifs de ce projet de recherche-là. Là. C'est de pouvoir prendre des décisions éclairées et puis d'en arriver à ne pas faire subir aux patients là, des traitements qui, autrement, ne seraient peut-être pas nécessaires. Oui, c'est ça, on le voit avec quelques années de différence, Denis, tout change. Et c'est comme on l'a dit au début, c'est un domaine qui évolue très rapidement. Même, je pense que toi, Nathalie, dans ton parcours, tu as vu l'évolution de 2019 à aujourd'hui. Moi, diagnostiqué 2023, je vois l'évolution. Il y avait des médicaments dans premier médicament que j'ai dû prendre après la chimiothérapie, qui était initialement pas remboursé, mais ensuite a été approuvé par Santé Canada, et ça fait partie de Standard of Care, de normes de soins pour tous les patients. Donc, ça change très rapidement, et c'est ça l'avantage. Là, je pense que l'importance, c'est aussi de s'assurer que partout au Canada, pas seulement dans les grands centres, dans les grandes villes, que partout au Canada, on peut avoir accès. Et c'est pour ça que ce type de forums qui sont accessibles partout sont importants parce que c'est vraiment créer cette conscience d'accès et cette conscience de l'importance de l'oncologie de précision. On va passer rapidement à une question, là encore pour vous, de Nathalie et Denis, en termes de vision de patient. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans la recherche et de vous impliquer dans les groupes de patients et pourquoi vous avez souhaité de faire partie de ce groupe de travail? C'est quoi votre motivation? C'est quoi ouais, la raison de soit faire partie de la recherche, soit faire partie de ce groupe? Et peut-être, je commence avec toi, Nathalie. D'accord, merci. Bon, moi, c'était, on va reculer avant mon diagnostic, donc 5 mois avant ça. J'ai participé à ma première course des Terry Fox des écoles avec ma fille de 4 ans qui était en maternelle à ce temps-là. Donc, on a fait notre course, la course Terry Fox, elle a euh, recueilli des fonds. Je crois qu'elle avait à 4 ans 150 $, 155 $, très fière d'elle. Et je suis également diplômée d'un bac en sciences. J'apprécie l'importance de la recherche en médecine et en sciences. Donc, ça, c'était deux choses qui déjà euh, étaient euh, près de moi que je connaissais. Donc, là, quand mon diagnostic est tombé, mon oncologiste m'a suggéré 2 études sur le cancer. J'ai contacté les chercheurs et puis j'étais candidate pour ça. Donc, je me suis inscrite. Donc, dès le début, j'étais impliquée dans la recherche, mais en tant que patiente. Mais à travers des courses Terry Fox des écoles, j'ai commencé à parler à plusieurs écoles francophones ici à Calgary de l'héritage de Terry Fox, de mon diagnostic et de l'impact que l'avancement de la recherche avait sur mon cancer et mon pronostic. Donc, quand j'ai vu que le réseau cherchait des patients pour s'intégrer à toutes ces activités afin que nous puissions refléter les besoins de nous en tant que patients et les souhaits des bénéficiaires de l'oncologie médecine de précision, pour moi, c'était une décision très, très, très facile.
Et donc, oui, je suis membre du groupe de travail des patients qui, ça m'épate le niveau de choses, le nombre de choses qu'on peut influencer dans ce groupe. Et j'ai aussi l'honneur d'être membre du conseil du réseau où je mets en profit mes plus que 15 ans d'expérience en tant que stratège d'entreprise et aussi j'apporte le point de vue des patients à la table. Donc, j'ai partagé avec vous un petit peu l'évolution de mon engagement dans la recherche sur le cancer. Mais quand je pense, parce que Dr. Lopez, vous m'avez demandé, euh, quelle est la motivation? En quelques mots, ce que je pourrais dire, c'est que ça me donne un sens de contrôle face au cancer. Et bon, pour moi, peut-être ça m'aidera pas, peut-être que ça m'aidera, on ne sait pas encore, mais le plus important, c'est que ça va aider d'autres personnes à mieux vivre avec le cancer. Et comme il y a des fortes chances que ma fille et mon fils aussi, à travers de notre historique et notre héritage, euh, ça, j'espère pouvoir les aider aussi avec le travail que je fais en tant que bénévole. Merci. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Et ouais, merci. Merci pour ça. Denis, à toi. Moi, la raison est très simple pour moi. Comme toute personne, là, si vous regardez autour de vous, tout ce qui est à notre disponibilité maintenant, ou presque tout, c'est à un moment donné un chercheur, un ingénieur qui a eu une idée, puis qui a poursuivi cette idée-là pour vous amener une nouvelle façon de faire un nouveau produit qui vous est utile dans la vie. Donc, la raison est très simple pour moi. Dans le domaine médical, sans recherche, sans la participation des patients, il n'y a pas de nouvelles connaissances qui sont acquises. Puis sans les nouvelles connaissances, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouvelle façon de détecter, de traiter le cancer. Donc, ultimement, si on ne fait pas de la recherche, ben, il n'y a plus d'espoir, notre futur s'assombrit et éventuellement, le rêve de Terry ne se réalisera pas de vivre dans un monde sans cancer. Pourquoi mon implication dans le réseau? Ben, ça, c'est un peu par déformation. J'aime lire, j'aime apprendre sur ce que les gens veulent faire. Et c'est en lisant sur le réseau que j'ai réalisé que les leaders comme André et tous ces gens-là, comme Rodney, comme Dr. Desilets, tous ces gens-là, les leaders de ce réseau avaient développé, moi, ce que je considère la meilleure stratégie, puis ils avaient mis en place le meilleur plan d'action pour, à mon humble connaissance, là, mon humble opinion, on puisse finalement vivre dans un monde sans cancer. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire partie de l'équipe Canada du cancer, tout comme Nathalie, tout comme 28 autres patients partenaires qui sont membres de ce réseau-là. Et puis, moi, je crois fermement que dans ma vie durant, on va en arriver avec les outils qui sont en train d'être mis en place de pouvoir battre le cancer puis de pouvoir vivre sans trop de séquelles avec cette maladie-là qui va devenir chronique. Merci. Excellent, excellent. À toi, Denis, grand merci. Là, on passe à une question pour Dr. Wallet. Et cette question nous parvient d'un participant situé de l'autre côté de la frontière, à Washington, D.C. Donc, on a écouté Nathalie et Denis. En fait, moi-même, mon ADN a été séquencé. Je fais partie de Gold Cohort, de Marathon de l'Espoir. Donc, mes données aussi font partie du réseau. Alors, la question pour vous, donc, on a évoqué l'importance pour nous, les patients, de participer à la recherche, de faire partie de ce type de groupe. Mais comment vous, les chercheurs, utilisez ces données? Pour vraiment faire et aider à faire avancer la médecine de précision, l'oncologie de précision. C'est quoi l'utilisation de ces données et à quoi ça bénéficie pas uniquement moi, mon cas, mais d'autres cas et le futur avancement de l'oncologie de précision. Dr. Wallet. Merci. J'aimerais juste de réitérer que, dans le fond, la participation des patients, comme Denis l'a clairement dit, c'est vraiment qu'est-ce qui nous permet d'avancer en recherche. Tu sais, quand on parle de médecine de précision, on pourrait dire de la médecine personnalisée,
mais on n'a pas de personnalisation avec 15 000 patients. C'est chaque patient individuellement qui contribue à cette masse d'informations-là euh, qui nous sert pour essayer d'identifier des tendances, des patterns, comme on dit souvent, pour ensuite revenir au patient qui nous, peut-être pas le même qui nous a donné l'information, mais de plus en plus avec Terry Fox et la cohorte prospective, oui, on veut traiter les patients de demain, mais si on peut faire des choses efficacement, rapidement dans le timeline du patient, possiblement on peut aider le patient aujourd'hui. Donc, c'est le retour à la source de l'information qui va nous permettre d'aider les patients en temps réel. Euh, donc, tu sais, chaque patient qui consent pour qu'on puisse utiliser son tissu cancéreux, pour chaque prélèvement sanguin, ça ajoute une pierre de plus dans ce qu'on est en train de bâtir avec le réseau Terry Fox. Pour votre question spécifique, pour vous montrer à quel point c'est important, les patients qu'on collecte ici à Moncton ou ailleurs dans le réseau Terry Fox, on fait du profilage, comme vous avez très bien expliqué au niveau génomique et tout, mais on fait également des prélèvements sanguins. On va parler de biopsie liquide un peu. On fait des prélèvements dans le temps, donc à tous les moments d'inflexion, lorsque le patient revient au système de santé, puis qu'on peut euh, le voir et le consentir et faire le prélèvement, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps dans le système de santé, mais ça vaut l'effort. Donc, Nathalie a parlé de son traitement pour le cancer du sein triple négatif. Nous, il y a- on parle d'oncologie de précision, mais euh, un des plus importants avancées, comme André a mentionné au début, c'est l'immunothérapie. Mais dans l'immunothérapie, on n'a pas énormément de précision. Donc, on donne le médicament au patient, puis on souhaite que le patient va être chanceux, puis il va répondre au traitement. Mais il y a beaucoup de patients qui ne répondent pas. Donc, nous, avec la biopsie liquide, avant que le patient soit traité, on essaye de voir qu'est-ce qui est présent dans le patient qui fait que son système immunitaire n'est pas prêt à combattre le cancer, même avec de l'immunothérapie. Donc, d'utiliser tous ces profils moléculaires-là qu'on peut facilement faire dans le sang pour essayer de voir est-ce que le système immunitaire est supprimé, est-ce qu'il est épuisé, et comment est-ce qu'on peut, avec des médicaments existants, contrer cette suppression-là pour réactiver le système immunitaire et permettre aux patients de répondre au traitement d'immunothérapie. Donc, ces choses-là, ça se fait en temps réel. On prélève des spécimens sanguins en temps réel, on les prélève et souhaitons que dans le cursus du patient, parce qu'on parle quand même de quelques mois, peut-être quelques années, est-ce qu'on aura la chance d'utiliser l'information que le patient nous a fournie pour impacter le cours de son traitement? Donc, pour itérer, oui, c'est très important de participer aux études cliniques. C'est comme ça qu'on peut ramener euh, les trouvailles qu'on fait aux patients. Excellent. Donc là, merci. Merci pour vraiment cette réponse, Dr. Ouellet. Là, on s'approche donc à la conclusion de cette partie de la discussion. Mais pour conclure, on a quelques questions qui je vais poser à tous. Mais là, je vous mets un grand défi. Ça, c'est de nous donner des réponses super courtes. Sharp and short. Donc, on va aller à une réponse qui peut être une phrase, deux, max. Et on va commencer avec vous, docteur Desilets. Euh, c'est une question en fait qui nous vient de Winnipeg, de Manitoba. Et la question est vraiment, c'est quoi les plus grands défis que vous voyez? On a parlé des grandes opportunités, mais c'est quoi les plus grands défis qu'on voit actuellement pour l'implantation, l'utilisation de l'oncologie de précision au Canada? Docteur Desilets. Je dirais en une phrase, en fait, donc on ne peut pas trouver ce que l'on cherche pas au niveau de l'oncologie de précision. Ça veut dire si on ne séquence pas les cancers, si on n'utilise pas nos nouvelles technologies, malheureusement, on ne trouvera pas de débouchés thérapeutiques. Donc la première étape est de trouver en fait les différents changements génétiques pour ensuite pouvoir, comme oncologue et comme chercheur,
développer des nouvelles options de traitement. Excellent, excellent. Docteur Wallet? Ben, ça continue sur le même filon que Dr. Désilet. Je pense que l'accès à la médecine de précision, c'est très important. Je pense qu'on devrait peut-être, j'ai mentionné biopsie liquide, c'est peut-être une manière de démocratiser un peu l'information parce que c'est sûr que la tumeur, c'est peut-être le gold standard, mais pour des patients qui sont en région éloignée, si le temps presse, des outils comme la biopsie liquide permettent de voyager plus rapidement, si on veut, nous permettre de faire des analyses pour, espérons, que le patient puisse bénéficier d'une thérapie plus efficace. Oui, l'accès, vraiment l'accès. On ne peut pas penser à médecine de précision qui est dépendant de notre code postal, où on vit, si on a accès ou pas. On va avec Nathalie. Bon, pour moi, je crois que en tant que patiente, ce que j'entends souvent, c'est les gens sont méfiants de l'utilisation de nos données personnelles, tandis que c'est très sécuritaire, surtout que tout ce qu'on fait, c'est fait au Canada et ça reste au Canada. Mais je crois que la méfiance des patients à s'embarquer dedans. Donc là, je pense que l'éducation et de forums comme celui-là peut aider aux patients à avoir la confiance dans le système de la recherche et tout. Excellent, merci. Absolument. Denis? Mais Catalina, comme tu le disais, quand on parle de cancer, là, on est en silo par organe. Et comme docteur Wallet disait, il faut réaliser des études cliniques. Alors moi, je pense qu'il va falloir, le plus grand challenge, là, c'est que la médecine de précision amène un changement de paradigme. On va devoir repenser les études cliniques, puis l'approbation des tests de détection et des drogues pour traiter le cancer pour plusieurs organes simultanément. On ne peut plus dire, on va approuver une drogue pour cet organe-là, puis il faut recommencer pour le prochain organe qui a peut-être la même mutation, et ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est ça, pour le moment, le plus grand un des grands challenges à lesquels on a à faire face. Excellent. Donc, ce n'est pas une question uniquement d'avoir les centres de mutation R2, mais le processus d'approbation, le processus de remboursement et tout par Et, rapport à un médicament appliqué. Oui, ouais, et comme tu le sais, la Fondation Terrefox a décidé de financer des études cliniques phase 1 et phase 2 dans le cadre du renouvellement. Je pense oui. que c'est une priorité qu'ils ont déjà identifiée euh, pour amener la médecine de précision disponible à tous les Canadiens et Canadiennes. Excellent, excellent. Je pense que Dr. André Veillette a une question pour le groupe. Une question courte parce qu'on s'approche de la fin. Question courte, C'est Dr. peut-être une, Veillette? c'est peut-être une question pour toi, Catalina. Écoutez, on entend beaucoup parler de, on entend beaucoup parler de médecine de précision ou oncologie de précision, mais on entend aussi beaucoup parler d'intelligence artificielle ces jours-ci. Alors, est-ce que la rencontre de ces deux domaines-là va faire que la médecine de précision va devenir de plus en plus abordable et efficace pour toi, Catalina? Oh, merci. Ben oui, la réponse courte est absolument oui, parce que vraiment, imaginons la quantité de données on produit avec la médecine de précision, l'oncologie de précision. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui va nous aider, qui est en train de nous aider. Je pense que les réseaux, en fait, commencent à embrasser de façon très active l'intelligence artificielle, ça va être un game changer. Ça va être vraiment une nouvelle façon. Je pense à beaucoup de niveaux. Au niveau de l'analyse des données, au niveau de même des imaging, pas seulement de la génomique, mais tout ce qui est mammographie, tout ce qui est imaging, mais aussi au niveau des patients. Ça va nous aider parce que pour le moment, oui, peut-être qu'on utilise timidement, on commence à utiliser ChatGPT pour poser nos questions, mais il va y avoir des outils qui vont être vraiment développés, entraînés pour aider les patients à comprendre. C'est comme des outils pour patient empowerment, pour vraiment donner euh, le pouvoir, donner les connaissances aux patients pour poser les bonnes questions aux cliniciens. Je pense que donc, pour aller plus court dans la réponse, on pourrait faire en fait, André,
je pense, tout un webinar de l'intelligence artificielle et c'est dédié à ça parce que le potentiel est immense. Denis, je pense que tu as un petit commentaire par Oui, rapport moi à ça? j'aimerais rajouter, je pense que Ouais. le génie du réseau, là, c'est l'utilisation du séquençage, mais le séquençage, c'est comme lire le livre de notre vie, chapitre par chapitre. Et puis de comparer une cellule normale versus une différence, puis d'en arriver à dire, bon, ben dans celui-là, le chapitre, là, la façon qui a été copiée dans le livre, là, ben, il y a des erreurs qui se sont produites. Puis ça va changer l'histoire de votre vie. Mais toute cette information-là, là, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de mieux comprendre le livre. C'est une chose d'avoir toutes les lettres, hein, tous les paragraphes, puis tous les chapitres décrits, mais c'est tellement gigantesque que l'intelligence artificielle va nous permettre de décoder toute cette information-là, Ouais. puis de décoder notre manuel d'instruction, puis comment le réparer grâce à l'intelligence artificielle, puis grâce à la participation, évidemment, des chercheurs qui vont arriver à trouver des solutions. Excellent, excellent. Ben, merci, André, pour cette question. Et, on va passer rapidement. On a deux questions pour finir à chacun de vous, les panélistes. Encore des réponses courtes. La première va être, là, on a parlé de défis. Donc, passons et on va parler des opportunités. On vient de parler des défis, on va parler des opportunités. C'est quoi vraiment les opportunités les plus importantes pour les patients avec l'oncologie de précision. Et là encore, je commence avec vous, docteur Dessier. Les opportunités pour les patients. Oui, je pense que les opportunités pour les patients sont, on a parlé beaucoup des options en termes de traitement, mais je pense vraiment en termes d'engagement, l'importance en fait d'être un partenaire de soins actif en fait au courant en fait du suivi médical. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de sensibilisation et d'implication au niveau en fait local, au niveau en fait même de réseau national. Donc vraiment de se renseigner, de poser les bonnes questions, puis ça fait une énorme différence dans la trajectoire de soins. Ah, excellent. Et là, je vais faire un petit commentaire parce que même au forum qu'on a fait la semaine dernière, on a aussi parlé de ça, comme vous venez de le dire. Et finalement, on pensait que peut-être les patients passifs qui étaient d'accord avec les médecins étaient les patients idéaux, mais aujourd'hui, les patients idéaux, c'est les patients actifs, les patients qui posent des questions, qui viennent préparer quand il va voir le médecin, qui a vraiment fait un peu de recherche, qui a fait vraiment un peu de lecture, qui est préparé pour... donc, c'est vraiment patient actif et la nouvelle façon de voir les patients. Alors, merci pour ça. Docteur Ouellet, pour vous? Des Oui. opportunités. Moi, je pense, on a parlé brièvement sur l'intelligence artificielle. Je pense que ça va vraiment nous aider. La quantité d'informations, comme Denis a mentionné, est massive. Puis surtout que nos outils développés présentement nous permettent pas vraiment de comparer. On parle de multiomiques, de l'ADN, les protéines, les lipides et tout. Nos outils sont pas développés pour comparer des pommes avec des oranges, mettons. Mais avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on va être capable de comprendre un peu comment la biologie est en train d'agir. La biologie n'agit pas en silo, mais nous, on l'étudie en silo. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre de passer à travers des quantités de données qu'on accumule avec des projets comme celui-ci, puis nous aider à peut-être mettre le doigt sur les choses importantes de chaque groupe de patients ou chaque patient individuel. Oui, c'est le futur. Le futur est maintenant. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Nathalie. C'est drôle que vous parliez de patient ou patiente idéale parce que mon médecin de famille récemment m'a dit exactement ça. Il m'a dit, tu es la patiente idéale parce que tu es active et tu comprends déjà ce dont je vais te parler, donc tu peux prendre des décisions sur le champ. Mais ce que pour moi, je crois l'opportunité la plus grande, c'est la rapidité avec laquelle la recherche sur le cancer évolue et le plus de patients actifs qui se joignent à la recherche, le plus de patients vont bénéficier des résultats transmis à leur équipe médicale et le plus vite qu'on va pouvoir réaliser sur notre mission de recherche. Oui,
C'est ça, les patients actifs, actifs. Excellent, excellent, Nathalie. Denis. Moi, je pense que la plus grande opportunité, là, c'est la médecine de précision, là, pour être équitable, elle doit être accessible à tous. Puis je pense que avec la boîte noire, là, avec le séquençage du génome, on commence à mettre de la lumière dedans, on va pouvoir détecter ou développer des tests rapides, simples, accessibles pour tous. Et de cette façon-là, les patients vont avoir, peu importe où ils vont être, là, la possibilité d'être détectés hâtivement. On sait que c'est une clé du succès. Et sinon, ben, pouvoir être traités aussi assez rapidement par notre réseau, grâce à la médecine de précision. Excellent, excellent. Ben, écoutez, on avait d'autres questions. Malheureusement, le temps, on est à 3 minutes de finir. On va devoir commencer à fermer notre forum aujourd'hui. Mais je tiens à vous remercier tous pour vos contributions aujourd'hui. Vraiment incroyable. Merci infiniment. Quel message. Je pense que c'est un moment idéal là, avec les opportunités pour conclure cet événement. Merci Nathalie, merci Denis, merci Rodney, merci Antoine d'avoir partagé avec nous votre expertise, votre passion, votre connaissance aujourd'hui. Je pense que le message principal qu'on a aujourd'hui, c'est que ça y est, c'est fini l'époque où les patients jouaient un rôle passif dans ces soins de santé. On passe actuellement à une époque actuelle où les patients jouent un rôle actif. Le patient n'est pas un récepteur de soins de santé, le patient est un partenaire de soins de santé, vraiment un partenaire actif de soins de santé en tant que patient pour sa propre histoire, en tant que nous, mettons, dans le groupe des patients, on est partenaire actif de la recherche. Donc là, c'est pas comme avant. Et les cliniciens ne vont pas être surpris si vous allez venir dire que vous avez fait vos recherches en Google, que vous avez utilisé ChatGPT. Ils savent que vous allez être préparés et qu'on est des partenaires, on n'est pas des récepteurs passifs de soins de la santé. Donc, dans ce contexte, j'aimerais là dire quelques mots de conclusion au nom du groupe des patients et du groupe de travail des patients. Euh, Raconter des histoires au fil d'une conversation est un excellent moyen d'apprendre à se connaître et de souligner l'importance de l'expérience des patients pour façonner l'avenir de la lutte contre les cancers. À ce propos, je tenais à mentionner que la page Espace Patient sur notre site web regorge d'autres témoignages. Vous avez entendu Nathalie aujourd'hui et Denis, mais dans cette page Espace Patient, il y a d'autres témoignages. Donc, on vous invite à aller le lire. C'est traduit en français déjà, donc vous allez trouver d'autres histoires de patients. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cet espace patient. Comment pouvons-nous, en tant que Canadiens et avec nos amis à travers le monde, soutenir cette évolution visant à l'intégration de l'oncologie de précision dans les soins de santé d'oncologie? Donc, je pense que la première chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est s'informer sur l'oncologie de précision. C'est vraiment la meilleure première étape. Participer à des forums comme ça, commencer à s'éduquer, à comprendre. Alors que nous clôturons le forum aujourd'hui, je tiens à vous dire quelques mots aussi au nom du groupe de travail des patients. Face à une épreuve difficile comme le cancer, on peut se demander, que puis-je faire? Tout comme nous avons appris que de petits pas peuvent mener à d'énormes progrès en écologie de précision dans votre parcours, que vous soyez une personne atteinte du cancer aujourd'hui, une personne qui accompagne une personne atteinte du cancer ou qui a eu un cancer avant, ou un chercheur ou un clinicien dans les domaines du cancer. Avancez pas à pas. Même si chaque pas vous semble insignifiant, si c'est simplement lire un document, si c'est simplement rejoindre un groupe, chaque pas est vraiment significatif. Nous espérons que les renseignements et les échanges au sein de ces forums vous
vous permettre de déterminer l'orientation de vos soins, qui vont vous aider à vraiment avoir des questions. N'hésitez pas à poser des questions à vos cliniciens, à faire une partie active de vos soins de santé, à faire partie active de votre équipe soignante. C'est vous qui décidez la quantité d'informations que vous souhaitez recevoir. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas question de devenir des spécialistes. Vous décidez la quantité d'informations. Sachez que nos questions et le niveau de détail souhaité peuvent évoluer au fil des parcours. Peut-être qu'on commence avec des petites questions timides et on avance et on comprend mieux. Donc, tout ça, ça fait une partie du processus. Nous vous encourageons à continuer à vous informer, à poser des questions à vos médecins, aux chercheurs. Nous avons dressé ici une liste de questions suggérées par vous et on espère continuer à utiliser les questions que vous avez partagées. On va aussi vous envoyer un courrier lundi pour demander de commentaires. On va faire une enquête. Prenez le temps de remplir l'enquête. Prenez le temps de nous envoyer vos commentaires. Donc, c'est ça. Lundi, vous allez le recevoir, un courriel. Premièrement, un lien. Donc, dans les liens, il y a un sondage qui est après l'événement. Et les questions vont nous aider à orienter et à vraiment désigner les événements dans le futur. Et deuxièmement, les liens de documents préparés par les groupes de travail des patients vont être là aussi, notamment les résumés de ce que nous avons appris aujourd'hui et notre fiche imprimable de conseils, de points à retenir. Donc, il y a une fiche que vous pouvez imprimer, que vous pouvez utiliser. Tout ça va être dans les courriers que vous allez recevoir. Et avant tout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans votre parcours face au cancer. Partout au pays, il y a des groupes, il y a des ressources, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider et à vous soutenir. Le parcours de cancer peut comporter des moments très, très difficiles et on les connaît bien, Nathalie, Denis et moi, qui sommes là en plein ce parcours. Si vous avez des besoins, des renseignements, des informations, des soutiens psychosociaux, n'hésitez pas à contacter pour vous ou pour votre famille. Parfois, le simple fait de parler en tête à tête, ça fait vraiment une grosse différence. Nous tenons autant particulièrement aussi à rendre hommage à tous celles et tous qui ont soutenu, qui soutiennent actuellement les patients atteints de cancer. Donc, c'est vraiment un rôle que parfois on ne visibilise pas assez, mais les personnes qui donnent des soutiens sont vraiment essentielles. À tous ceux qui ont traversé cette épreuve, c'est normal de ne pas aller bien, de parfois pas avoir la morale, de parfois avoir besoin d'aide. Lorsque vous vous sentiez désespéré, n'attendez pas, allez chercher de l'aide. Rappelez-vous simplement que les meilleurs patients, les chercheurs, les infirmières, les médecins, les collecteurs de fonds, les administrateurs, partout au pays, travaillent jour et nuit pour avancer les recherches, pour avancer l'écologie de précision pour vous, pour tous les patients du cancer atteints, pour tous les patients atteints du cancer au Canada. En 1980, Terry Fox a entamé une marathon contre le cancer. On a commencé avec ça et ensemble, on termine ces marathons ici, tous, avec les chercheurs, avec les patients, avec toute la communauté. Rendez-vous sur le terryfox.org pour vous inscrire dans la course. Il y a sûrement une course, ça va être en septembre. Allez chercher les informations, c'est le 20 septembre et sûrement qu'il y a une course dans votre région. Donc, on vous encourage à vous inscrire. Merci à tous nos conférenciers encore et panélistes aujourd'hui de faire partie de cet important événement, le premier en français. Et comme je l'ai mentionné, vous allez recevoir lundi un courriel avec le sondage où prenez 5 minutes pour faire le sondage. Et au nom de tous les conférenciers, au nom de l'équipe d'organisateurs, on est déjà 6 minutes passé l'heure, mais merci à tous infiniment et on espère que ça a été utile et que ça va être le premier de plusieurs forums. Et encore merci, Nicole Bochemont,
pour tes inspirations, étaient ici présentes avec nous pour l'ouverture, pour la fermeture et pour tous les forums. Merci à tous et bon dimanche.